Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, merci de nous retrouver pour votre émission Médine. Médine, cette émission donc consacrée aux grands acteurs du développement. Pour cette émission, nous avons deux invités et je pense qu'en les présentant, nous allons facilement comprendre le sujet qui nous réunit. Je vais commencer par le directeur de la Bibliothèque nationale du Mali, M. Birama Diakon. Il prendra le temps de rentrer un peu plus dans sa présentation. Et à ma gauche, Mme Niare Fatmata Keïta, écrivaine et aussi directrice de Fibiria Édition. Vous l'avez compris, pour cette édition, nous allons parler de livres. Et tout de suite, une citation me vient en tête que je vais prendre par le revers. C'est une citation de Mandela. Et par le revers, je dirais que, monsieur le directeur, ça va quand même être une question. Est-ce qu'une nation qui ne lit pas est une nation qui perd? Bon, bien sûr. Une nation qui ne lit pas est une nation qui perd, c'est sûr. Pour comprendre cette citation de Nelson Mandela, il faut se situer, il faut contextualiser sa citation. Nous étions en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, où pratiquement tout était dénié au noir. Et si vous prenez le parcours même de Nelson Mandela, il a eu des cours, il s'est instruit même étant dans sa prison pour en sortir et devenir président de la République. C'est cela. Donc, une nation qui ne dit pas est une nation qui perd. Voilà, qui perd. Est-ce qu'à partir de là, Mme Niare, on peut facilement créer le lien entre la lecture et le développement? Oui, bien sûr. Parce que, à mon avis, regardons un peu les nations qui se sont développées. Ce sont des nations qui se sont bien instruites d'abord. Elles se sont formées, elles se sont informées. Et à partir de là, elles ont développé des compétences leur permettant d'être vraiment de vrais acteurs du développement. Parce qu'il faut être avisé pour aller vers ça. C'est-à-dire que sans lecture, on ne peut pas se former ou s'informer. Aujourd'hui, la question de l'information est beaucoup plus complexe, mais l'élément fiable que nous avons, qui est un contenu bien élaboré, c'est le livre. Que nous avons, qui est matériel, qui est physique. Qui est matériel, qui peut être physique comme électronique. C'est aujourd'hui. Voilà, parce que le livre n'est pas aujourd'hui que physique, mais quel que soit son format, qu'il soit électronique ou bien physique, c'est un moyen d'information, c'est un moyen d'instruction, de formation, c'est un moyen de développer des compétences pour pouvoir être ce qu'on veut être dans tous les domaines de la vie. Voilà. Mais là, à partir de là, la question que je vais poser peut-être au directeur de la bibliothèque, est-ce que les Maliens lisent? Est-ce que le Malien lit facilement? Est-ce qu'au niveau de la bibliothèque, vous vous rendez compte d'un engouement pour la lecture dans ce pays? Bon, cette question revient pratiquement tout le temps. La lecture, c'est quoi? C'est la rencontre entre un texte public et un lecteur. C'est ça la lecture. Alors, nous avons constaté que dans le temps, il y avait assez de problèmes qui faisaient que les Maliens n'avaient pas eu conscience de l'importance du livre et de l'importance de la lecture. Bon, en cela, il y a des raisons historiques, la colonisation, tout ça, le dénigrement de nos savoirs, de nos langues, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a les Maliens qui commencent à lire. Comment ça lit? Nous avions rien qu'à Bamako, nous acheminons vers les 30 000 lecteurs par an. Au niveau de la Bibliothèque nationale. Mais il y a des problèmes, parce que souvent j'entends dire que les Maliens ne lisent pas. Effectivement, il y a des problèmes qu'il faut solutionner. Lesquels? D'abord, il faut créer un environnement macroéconomique favorable au livre. Il faut aussi améliorer l'enseignement de la lecture, de sorte à pouvoir inculquer les habitudes de lecture chez les enfants, chez les Maliens. Qu'est-ce que nous avons constaté ces derniers temps-là? On a un peu, vous voyez, on a un peu pataugé le Mali avec ces méthodes-là. C'était la NEM, le NEF, après, moi je fais la syllabation, mais ma fille n'a pas fait la syllabation. Donc il y a
une certaine différence qui se crée. Voilà, là, c'est le système éducatif qui est Il faut aller vers des méthodes nouvelles d'apprentissage, d'enseignement de la lecture. Là, Inculquer les habitudes de lecture aux enfants. Saisir en fait la branche pour l'éditrice que nous avons avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je préférerais peut-être parler en tant que pédagogue ici. En tant que pédagogue sur cette question-là, voilà, donc pourquoi est-ce que, je reprends la même question, pourquoi est-ce que nous ne lisons pas? La question de la lecture, elle est complexe. Monsieur Diagon le disait toujours, c'est pas tout de suite, c'est d'abord par rapport à ce que nous créons comme environnement au niveau de nos familles. Est-ce que cet environnement est lettré? Est-ce que cet environnement permet à l'enfant de pouvoir avoir l'atmosphère qu'il faut pour lire? Je vois que vous faites, peut-être que c'est fait exprès, mais vous voulez vraiment mettre l'accent sur d'abord l'apprentissage de la lecture au niveau des enfants. Pourquoi est-ce que vous excluez les adultes à ce niveau? Moi, je me dis aujourd'hui que mon combat n'est pas aujourd'hui dirigé vers les adultes. Les enfants. Je l'ai compris trop tard, c'est malheureux, mais ce n'est pas grave. Parce que je me dis, si aujourd'hui on ne peut rien faire pour les adultes, on peut quelque chose pour les enfants. Il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut plus se dire, pourquoi les enfants ne lisent pas? Il faut faire en sorte qu'ils lisent. Est-ce que les contenus que nous leur proposons les intéressent? C'est une bonne question. Donc, se poser la question et créer des contenus qui les intéressent. 2, l'environnement dans lequel ils sont, est-ce que c'est un environnement qui leur permet de lire? Est-ce qu'il y a moyen de changer cela si ce n'est pas le cas? Si, on peut le changer. On peut le changer si nous sommes conscients que la lecture doit être le centre des apprentissages. Parce que c'est ça d'abord. Moi, je suis formatrice et je suis pédagogue. Je suis créatrice de contenu, conceptrice de contenu pour les enfants et pour les écoles. Et donc, je vois même au niveau des écoles des enseignants qui ne lisent pas. Moi, j'ai fait la formation des anciens d'IFM, de Kita, de Kai, de Nara. Et j'ai fait une exposition de livres. J'ai vu combien d'enseignants ont acheté les livres. Donc déjà, il faut que les enseignants y croient. Parce que les enseignants qui nous ont formés ont cru d'abord aux livres. Là, la question est assez bonne. Parce que là, si les enseignants eux-mêmes ne lisent pas et que les enfants sont dans un environnement qui ne le permet pas facilement, et puis c'est un environnement qui est aussi agressé par les nouvelles technologies. Il faut que les parents soient conscients de ça. Il faudrait. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde de distraction. Et moi, je dis aux enfants et aux parents aussi, on dit, les enfants ont des tablettes, les enfants, mais ça a un bouton qui s'appelle Power. Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut éteindre. Et même sur ces machines-là, on peut lire. Il y a le livre en version électronique, il faut leur apprendre cela. Donc, c'est nous d'abord les parents qui devons changer de cadre de vie, d'angle de vision. De perspective sur cette question-là. Nous devons faire en sorte que, malgré les distractions qui sont là, quel est le petit créneau qu'on peut trouver pour aider un enfant à pouvoir lire, à voyager étant sur place? Il faut le faire comprendre aux enfants et ils le comprennent vite. Il y a beaucoup qui me disent non, il y en a qui n'aiment pas lire. Effectivement, il y en a qui n'aiment pas lire parce qu'ils n'ont pas la concentration nécessaire. Mais il faut aussi donner de la motivation pour ça, faire en sorte qu'ils puissent trouver un intérêt au livre. Nous qui avons écrit, qui avons lu, on a eu ce goût de la lecture en famille et ça a été consolidé au niveau de l'école. La question, je vais vraiment la poser au directeur. Mais directeur, vous vouliez réagir sur cette... Oui, je voudrais appuyer Mme Yari par rapport au contenu à définir. Chez nous, ici au Mali, on ne fait pas de recherche, on ne fait pas d'enquête sur les habitudes de lecture, sur les centres d'intérêt des lecteurs, sur les besoins en matière de lecture de Maliens. Alors, si on arrive à faire ces enquêtes, ces recherches approfondies sur ces habitudes, les centres d'intérêt, les besoins des Maliens, on va avoir des indicateurs. Les résultats, on aura quelques indicateurs qui vont nous permettre, en tout cas, de prendre des décisions allant dans le sens de la prévention. Mais malheureusement, pour le moment, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu une étude à l'échelle nationale sur les habitudes de lecture. Voilà. Donc, si on a ça, on peut faire des contenus adaptés. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce sont les éditeurs avec leurs flair, leur expérience, qui proposent. Vous me tendez une perche que je vais saisir un peu plus tard avec Filière Édition. Mais la question que je veux poser, c'est est-ce que la bibliothèque aujourd'hui participe justement à changer l'environnement de la lecture au Mali? Tout à fait. Quelles sont vos perspectives, quelles sont vos actions pour que les Maliens justement prennent cette habitude-là de lire? Oui, tout à fait. La Bibliothèque nationale,
Aujourd'hui, ce n'est pas un service public qui offre seulement, qui fait une offre de lecture. C'est un centre d'animation. Je ne sais pas si vous suivez les activités au niveau de la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire, nous invitons les auteurs. Il y a des enfants qui viennent faire la foire livre. Nous avons des clubs de lecteurs tous les samedis qui viennent lire. Nous ouvrons nos portes largement à la jeunesse. Et souvent même, on ne prend même pas d'argent. Si c'est... en fait, la question que je vais poser maintenant, peut-être qu'elle aura sa réponse dans le reportage que nous avons eu à faire, parce que nous sommes allés justement voir au niveau de la bibliothèque, poser un certain nombre de questions, à la fois à la bibliothèque et aux éditeurs. Je vais peut-être inviter nos téléspectateurs à suivre ce reportage sur le secteur de l'édition au Mali. Et quand nous allons revenir, avoir une question pour vous, Madame l'éditrice, savoir pourquoi est-ce que ce secteur a du mal à vivre au Mali. Chers téléspectateurs, merci de suivre ce reportage sur le secteur de l'édition au Mali. Si tu veux cacher quelque chose à un Africain par extrapolation à un Malien, mets-le dans un livre. Cette boutade dit tout de notre rapport distant au livre. Le secteur de l'édition au Mali connaît une crise sans précédent du fait d'une industrie en manque de clientèle, mais aussi parce qu'il fait face à des reproductions illégales qui deviennent de jour en jour un business florissant. Ce secteur est en proie de nombreuses difficultés et l'OMEL, qui est l'organisation malienne des éditeurs du livre, a tenté à plusieurs reprises de donner l'alerte. L'éditeur malien souffre aujourd'hui. Il souffre et on ne peut pas dire qu'on vit de l'édition parce que les livres ne s'achètent plus. Il y a la piraterie qui est en train de prendre vraiment un essor extraordinaire. Tu fais ton livre aujourd'hui et finalement après tu le retrouves dans le marché. Vivre de l'édition aujourd'hui, bon, c'est difficile. Sauf faire autre chose en parallèle, sinon l'édition en tant que telle, actuellement. L'on comprend aisément que le secteur du livre vit de la réalité, de la lecture dans notre pays. La question de l'accès aux livres par les étudiants et les élèves est celle du coût d'accès, qui peut aussi être un frein, tarde à participer au développement de ce secteur. Les écrivains, s'il est possible pour certains de tirer des bénéfices de leur production, il faut reconnaître que tel n'est pas le cas pour beaucoup. En effet, ils sont nombreux les écrivains maliens à ne pas tirer gros profit de leurs livres. L'investissement semble plus coûteux que les bénéfices. Il faut bien que les auteurs, en tout cas moi, c'est ma réflexion actuelle, que les auteurs africains, et surtout maliens, pourquoi maliens? Parce que nous sommes quand même issus de cet empire. C'est une richesse incroyable. Ce pays possède une richesse incroyable en matière de culture. Nini, il du dodo, il a encore vu Kolonga, comme disent les Babylons. Donc, à l'heure actuelle, moi, je propose un retour à la culture malienne. Ça veut dire quoi? Une gestion de notre culture qui passe nécessairement par notre langue. Aujourd'hui, il n'est pas question, bien sûr, d'abandonner le français. Mais il faut nécessairement que, à long terme, on s'inscrive dans ce schéma de possession de notre culture par la possession de nos langues. Le livre est avant tout une ouverture sur le monde. Dans le silence de sa chaîne de production qui souffre, il est impératif que chaque lecteur qui tient un livre comprenne qu'il existe toute une industrie derrière ce seul livre. Nous disposons d'un budget d'acquisition, c'est-à-dire un budget pour acheter les livres. Depuis les années 2005-2006, on a un budget. Au début, nous avions environ 50 millions pour acheter les livres. Et ces livres-là, on les traitait ici et on les dispatchait, c'est-à-dire on envoyait certains livres dans les bibliothèques de l'intérieur. Actuellement, avec les restrictions budgétaires, nous sommes à 30 millions. Donc on a perdu 20 millions à peu près. Maintenant, avec ces 30 millions, nous achetons des livres, nous les traitons ici, nous en gardons pour la Bibliothèque nationale, pour la consultation à la Bibliothèque nationale ici, et nous envoyons aussi dans les bibliothèques de lecture publique à l'intérieur. Comme je l'ai dit, il y en a environ 102. Il y a 2, 3, 4 ans, nous étions dans l'ordre de 26 000 lecteurs par an. Notre objectif, c'est d'atteindre 30 000 lecteurs. Il va sans dire que le secteur du livre mérite une attention toute particulière de nos autorités, car une nation qui lit est une nation qui gagne, pour citer Nelson Mandela.
Retour sur ce plateau, nous avons en réalité, Madame Niaré, un reportage qui résume en fait nos échanges, qui parle bien sûr de ce secteur du livre qui ne fait pas vivre son homme et qui parle aussi de cette problématique de la langue. Je vais commencer par le fait que le livre ne fasse pas vivre son homme. Vous qui écrivez et qui êtes aujourd'hui éditrice, pourquoi est-ce que ce secteur a du mal à prendre son envol? Alors, en tant qu'éditrice nouvellement venue sur le marché de l'édition, on va oui, dire comme parce ça, que Filière date de mai 2019. Déjà. Et donc, ça ne fait pas un an et que les éditeurs me permettent de parler en leur nom parce que j'ai pas assez d'expérience, assez de parcours dans ce secteur-là. Mais en tant qu'auteur déjà, le livre a du mal à faire vivre son auteur et ça, cela ne date pas d'aujourd'hui et seulement que du Mali. Partout où on a vu que les auteurs, les créateurs de pensées, d'idées ont pu sortir le nez, c'est dans les pays où on a soutenu le livre, la filière du livre. C'est dans les pays où on a subventionné la filière de l'édition, où on a fait en sorte que les livres puissent coûter moins cher. Parce qu'un livre qui est vendu à 5 000 n'a pas le même accueil sur le marché des lecteurs qu'un livre qui est vendu à 2 000 francs. Donc aujourd'hui, dans un pays où les gens se battent pour nourrir leur quotidien, la question du prix du livre aussi mérite d'être mis au centre du débat. Est-ce que c'est un appel que vous lancez pour avoir... Je l'ai lancé, je l'ai toujours lancé cet appel-là à nos autorités. Nous sommes auteurs maliens, mais nous rencontrons d'autres auteurs à travers l'Afrique. Et le monde. Et à travers le monde. Et nous voyons que ces États subventionnent, soutiennent la filière du livre. Et ce n'est pas impossible. Au Mali, on peut le faire. On peut le faire et on doit le faire. Si nous voulons que le livre soit au centre de la vie des gens, il faut que le livre soit proche déjà du lecteur. Il faut que le livre soit abordable pour le lecteur. Il faut que le livre soit vu pour le lecteur. Il faut que ceux qui se trouvent dans le secteur du livre, dans toute la filière du livre, se plaisent à être là-dedans. Est-ce que, monsieur le directeur, sur cette question-là, est-ce que nous écrivons beaucoup? Est-ce que les Maliens produisent suffisamment? On a parlé de la question du contenu, mais là, je veux vraiment être dans le nombre. Est-ce que les Maliens produisent suffisamment et est-ce qu'on fait le travail de promotion des livres maliens? Oui, en tout cas, à partir de... Il y a un frémissement même. Il y a beaucoup de manuscrits aujourd'hui. Nous avons constaté qu'à partir de 2012, les Maliens se sont mis vraiment à écrire. Nous recevons des manuscrits pratiquement tous les jours. Sur notre table, il y a au moins 5 manuscrits qui cherchent à être publiés. Donc le problème, c'est la publication. Sinon, les Maliens écrivent. Il y a des jeunes qui écrivent. Il y a les enseignants aussi ont commencé à écrire, les chercheurs ont commencé à écrire. Et là, pour Mme Niaré, les Maliens écrivent, mais ils écrivent dans quelle langue? Ok, je voulais juste faire un ajout, un enrichissement à ce niveau-là, oui. En tant qu'éditrice, bien sûr. Moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais je reçois par semaine 5 manuscrits par semaine. Les Maliens écrivent, il faut voir la qualité de l'écriture que nous faisons. Aujourd'hui, le défi, c'est cela. Moi, j'étais chez une maison d'édition qui publiait peut-être 300 titres par an. Par an, quand même. Mais mais il faut aussi poser la question de la qualité de ce qui est écrit, de ce qui est produit. Qui peut avoir un impact sur l'après aussi. Qui peut avoir un impact, et même sur le plan un peu international. Quand nous nous confrontons aux autres, qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes, de ce que nous produisons chez nous? Donc cette qualité mérite aujourd'hui d'être revue à la hausse pour que les livres produits au Mali puissent être pris au sérieux. Donc je pense, quand vous dites dans quelle langue nous écrivons, généralement c'est en français. Mais il faut aussi que cela change. Très, très généralement c'est en français. Il faut que cela change. Et moi-même, je me suis posé la question et ça a été, je vais dire, souvent un conflit entre moi et ceux qui croient à la question de langue. Moi, j'y crois aujourd'hui parfaitement. Mais la question des langues, c'est combien de personnes aussi sont alphabétisées pour lire. Et les livres, c'est un investissement à nos risques et à nos périls. Donc, c'est investir pour que ça soit acheté, pour que ça soit consommé. Et quand nous mettons au marché, on aimerait avoir un lectorat qui puisse être à mesure de lire les langues. Donc, partout, on disait, on va dire, produisons dans nos langues, il faut aussi
motiver, inciter à alphabétiser les populations pour qu'ils puissent lire leur langue. Voilà. Monsieur le directeur, à votre niveau, au niveau de la Bibliothèque nationale, est-ce que vous faites cette promotion-là des livres en langue nationale? Oui, on essaie de faire, mais c'est un peu difficile. Par exemple, le Centre national de la lecture publique a pour mission de développer, de faire la promotion des livres en langue nationale. Voilà. Mais malheureusement, c'est difficile parce qu'il y a la question du lectorat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une masse critique de lecteurs en langue nationale pour pouvoir vendre, parce que les éditeurs, c'est ça. C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement et comme elle a dit, il y a des risques. Ils doivent gérer les risques. Peut-être qu'il faut aller en profondeur pour développer les langues nationales. Aller par exemple vers un système standard d'écriture. Au niveau des langues. Je sais qu'au niveau des langues, il y a une grosse discussion actuellement au niveau de cette question-là. Voilà, et si je me rappelle, nous-mêmes aussi avait fait une proposition de création de fonds de développement, de la promotion du livre en langue nationale et de renforcer un peu l'alphabétisation, surtout l'alphabétisation, parce que pour lire dans les langues nationales, il faut être alphabétisé. Et puis ils sont même allés jusqu'à dire que bon, pour bénéficier même d'une nomination, il faut mettre un critère, au moins parler une langue nationale. Une de nos langues nationales. Parler et lire surtout. Parler et lire une de nos langues nationales. Est-ce que ce défi, on peut le relever au Mali? Celui de l'alphabétisation. Il faut essayer de le relever. Il faut qu'on prenne le risque. Et nous l'avons compris à Filia Édition. Nous avons une collection qui s'appelle Collection Contes et légendes de l'Afrique, où nous voulons que cette collection soit dans 6 langues, 2 langues d'extension internationale et 4 langues nationales. Parce que la question, voilà, on a déjà les productions. La question, c'est que lorsqu'on va prendre au sérieux, plus que ça, davantage au sérieux, je vais le dire, parce que j'ai dit au sérieux parce qu'il y a le curriculum au Mali, mais il faut que le curriculum soit généralisé à toutes les écoles. Est-ce que le Mali parviendra à généraliser le curriculum à toutes les écoles du Mali? C'est un grand point d'interrogation. Mais aujourd'hui, nous disons, il faut se préparer à cela. Il faut créer des contenus. Et le jour où l'État va décider de généraliser le contenu, de mettre les langues au centre des intérêts, qu'ils ne disent pas « Ah, il n'y a pas de contenu qui a été créé en fonction, par rapport à ces langues-là ». Donc nous sommes attelés à ça, nous y croyons, nous allons être les avant-coureurs, nous allons affronter les pertes peut-être, oui, mais il faut prendre le risque, il faut se dire que c'est un combat à mener, c'est une cause noble. Parce que tous les pays qui se sont développés dans leur langue, mais la langue coûte cher, la langue est d'abord économique. Pour développer une langue, il faut vraiment y mettre les moyens et la question des fonds pour les langues est vraiment la bienvenue. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas d'après ce que je sais. C'est ça. Mais une dernière question certainement pour que nous puissions mettre fin à cette émission qui est assez courte d'après certains. Mais là, monsieur le directeur, la question que je veux poser, c'est de savoir si nos livres que vous écrivez, est-ce que ces livres sont au niveau de l'école malienne? Est-ce que l'école malienne fait cette promotion-là de nos livres? Est-ce que nous lisons dans nos écoles les livres produits par nous-mêmes? Parce que je donne mon exemple propre et je pense que beaucoup vont se retrouver dans cet exemple-là, où on a fait tout notre curriculum, je vais dire ça comme ça, en ayant malheureusement des classiques français dans nos écoles. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos écoles maliennes, on lit suffisamment des auteurs maliens? Oui, on lit suffisamment les auteurs maliens, parce qu'au niveau de la Bibliothèque nationale, il y a ce qu'on appelle le dépôt légal. C'est-à-dire, l'obligation est faite aux éditeurs et aux écrivains. Madame, je viens de me remettre ces deux appels pour le dépôt légal. Donc, nous savons combien de livres la bibliothèque a, à partir du dépôt légal, qui concerne les écrivains liés. Et nous faisons un peu leur promotion à travers les expositions, à travers les conférences de droit, à travers ce qu'on appelle les cafés littéraires. Que vous organisez régulièrement. Voilà, nous le faisons. Mais encore, il faut reconnaître que la quantité est encore faible. Comparativement à d'autres pays
qui fabriquent des livres en série. Et à tour de bras. Voilà, au Mali, quand même, il y a quand même un bouillonnement qui va déboucher peut-être sur un grand progrès. Bon, je pense tout ce que nous pouvons souhaiter à ce secteur-là. Et une toute dernière question, madame, pour finir, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Figueria Édition. On peut souhaiter à Figueria Édition des appuis, des sponsors qui s'intéressent surtout à la collection, aux 2 collections destinées pour les enfants. Parce que si nous ne pouvons rien faire pour les adultes, pour qu'ils soient des lecteurs, on peut faire quelque chose par rapport aux enfants. On peut les inciter à lire en leur proposant des contenus qui les intéressent, qui les motivent à lire, qui les incitent à aller vers le livre. Permettez-moi de remercier les initiateurs de l'émission et tous ceux qui sont en train d'œuvrer dans ce secteur difficile de la filière du livre. Merci à eux. Merci à notre ministère de tutelle et tous les programmes télé ou radio qui s'intéressent au livre aujourd'hui, parce que la question c'est aussi ça, qu'on entende parler des livres, mais aussi qu'on voit le livre. Absolument. Mais par rapport au programme des écoles, les auteurs maliens contemporains ne sont pas étudiés dans le programme du Mali. Et cela est une question qui mérite d'être posée sur la table, parce que je n'ai rien contre Sédou Badian Kouyaté, ça a été mon mentor. Absolument. On a tous été éduqués à travers sous l'orage. Mais nous avons aussi des auteurs qui produisent aujourd'hui vraiment des choses de qualité, qui parlent des réalités d'aujourd'hui, qui sont à même de correspondre avec le cadre de vie du Malien aujourd'hui. Donc il faut revisiter le programme malien, voir quels sont les auteurs qui méritent d'être y intégrés pour motiver les auteurs d'abord à continuer à écrire, mais aussi soutenir le secteur du livre, parce que tout part de là aussi. C'est un plaidoyer que nous soutenons entièrement, et je pense que nos téléspectateurs seront d'avis qu'aujourd'hui il nous faut développer le secteur du livre et avoir accès suffisamment au livre. Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, merci de nous suivre, et nous allons encore une fois vous inviter à suivre les mesures barrières, parce que la maladie du coronavirus est une réalité. Merci encore une fois et à très très bientôt. Les 7 revues thématiques du groupe Arc-en-Ciel sont disponibles en kiosque. Dans la revue Leaders, exclusivement dédiée à l'économie, une enquête exclusive sur les dessous insoupçonnés du marché de l'or au Mali. Dans la revue Mine, un dossier inédit sur la mort programmée des artisans locaux dans le secteur de la bijouterie. La revue TIC analyse le front de l'accessibilité à l'Internet et les ménages sur la diversité linguistique. La revue Agriculture met en relief la valeur ajoutée de la météo sur la maîtrise des récoltes. Dans la revue BTP et Transport, un dossier sur l'AGEROUTE et ses nouvelles ambitions en matière d'entretien routier. La revue Environnement vous réserve un dossier exclusif sur les enjeux de la déforestation avec un document inédit sur la situation des forêts classées. Dans la revue Agriculture, une réflexion sur l'indépendance culturelle du Mali et un focus sur la success story du film Le Voile Secret. Les 7 revues sont disponibles au Mali, dans les boutiques Shell, en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipresse et dans les autres pays de la sous-région auprès des revendeurs classiques.